Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. En quête de sens, Léo Potier. Qui suis-je quand je ne suis pas moi? C'est le titre d'un beau livre pour un témoignage d'une femme atteinte par les troubles bipolaires. Bipolaire, le terme est galvaudé en France, utilisé très régulièrement, souvent à tort et à travers. On compte dans notre pays 1,3 million de personnes atteintes par ce trouble de l'humeur dans ses formes les plus sévères. Un trouble qui alterne entre une phase maniaque où l'on se sent pousser des ailes et une phase de dépression qui plonge l'individu dans le désarroi. Alors quelle vie pour les patients et les patientes atteints par des troubles bipolaires? C'est dans cette question que l'on va mettre du sens aujourd'hui au travers de deux témoignages, celui de Manon Corvoisier. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous avez signé en 2012 Moi Manon Polaire aux éditions Salvator. Nous sommes aussi avec Christian Monzier, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez surmonté vos troubles bipolaires, aujourd'hui retraité, vous êtes bénévole à l'association Argos 2001, association d'aide aux patients et aux familles. Et enfin, nous sommes avec le professeur Marion Leboyer, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, responsable du pôle psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et directrice de la Fondation Fondamentale. Le 30 mars 2016, c'est le jour de la naissance du peintre Van Gogh, mais c'est aussi le 30 mars 2016, la deuxième journée mondiale des troubles bipolaires. Alors on va tâcher d'y mettre du sens dès aujourd'hui. Appelez-nous pour vos questions et témoignages au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre courriel enquête de sens @radionotre-dame.com. Comme toujours en début d'émission, il faut toujours, quand on parle de thèmes de santé, bien définir les termes, savoir de quoi on parle. Quelles sont les caractéristiques des personnes atteintes par les troubles bipolaires, professeur Marion Leboyer? Le trouble bipolaire est une maladie fréquente puisqu'elle touche pas moins de 1% de la population générale, qui est caractérisée par l'alternance d'épisodes dépressifs, souvent graves, et d'épisodes d'excitation maniaque. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en plus de cette alternance d'épisodes dépressifs et maniaques, cette maladie s'accompagne, si on n'en prévient pas l'évolution, de toute une série d'autres pathologies médicales et d'un déclin cognitif. Donc il est extrêmement important de pouvoir la reconnaître tôt, de la diagnostiquer avec précision et de mettre en place les thérapies qui permettent d'empêcher sa progression. Alors, pour les thérapies, on attendra plutôt la deuxième partie d'émission, effectivement, pour en parler. Il n'y a pas de distinction, une différence entre les deux sexes au niveau de l'épidémiologie? Il y a une fréquence identique entre les hommes et les femmes. Il existe deux phases, ça vous l'avez dit, docteur. Est-ce qu'il existe des périodes de la vie où les troubles peuvent subvenir prioritairement? Alors c'est une maladie qui commence chez l'adulte jeune, entre 15 et 25 ans, en moyenne bien sûr, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de la diagnostiquer tôt, ce qui se fait encore mal en France, puisqu'en moyenne on diagnostique le trouble bipolaire avec 10 ans de retard. Et c'est 10 ans au cours de laquelle les gens vont souvent, puisqu'ils sont jeunes quand cette maladie débute, interrompre leurs études, avoir une difficulté importante à rentrer dans une vie sociale et professionnelle. Et c'est pour ça que le dépistage précoce et donc la connaissance de cette maladie est importante pour que les personnes qui pensent qu'ils sont atteints de cette maladie puissent être diagnostiquées et pris en charge. J'avais lu 7 à 8 années en moyenne, mais effectivement 10 ans me semble plus proche. C'était votre cas, à vous, Manon Corvoisier, car vos troubles ont démarré en 2001. Oui, tout à fait, oui. Et j'ai été diagnostiquée en 2007, oui. Donc il s'est écoulé 6 ans? Oui, c'est ça, oui. Alors comment sont survenus les troubles chez vous? Moi, les troubles sont survenus dans un contexte marital très difficile. Donc j'étais mariée avec un homme qui avait une personnalité de pervers narcissique. Et c'est ça qui a clairement déclenché les troubles. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'avec cet homme, j'étais dans un contexte de stress permanent. C'est-à-dire il a tout fait pour me séduire, et ensuite c'était des humiliations et de la dépersonnalisation, je dirais. Il contrôlait chaque aspect de ma vie, au point que je ne savais plus du tout qui j'étais. J'étais comme dans une secte, entre guillemets, dont il était le gourou. Donc au point que c'est chez moi, il devait y avoir une fragilité déjà à la base, fragilité due à l'enfance. Eh bien, ça s'est manifesté sous forme de troubles bipolaires. À l'issue de votre mariage donc, ou alors pendant votre mariage? Ça a commencé de façon sournoise pendant le mariage, parce que je tenais un journal intime et en le relisant quelques années après, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà en effet des phases de dépression et puis des phases d'exaltation. Et pour vous, Christian Monzier? Alors moi, j'ai démarré le trouble tardivement, finalement, à l'âge de 52 ans. Il m'a fallu 6 ans pour être diagnostiqué bipolaire.
et donc depuis être correctement traité. Le trouble avait un terrain familial, j'avais pas fait la liaison, mais évidemment maintenant je me rends compte. Mon père avait une psychose maniaco-dépressive, qui est un trouble bipolaire très exacerbé, et j'ai vécu avec ce père tout au long de ma vie, et donc ce terrain familial s'est croisé avec un événement de vie évidemment difficile pour moi. J'ai perdu ma femme, elle avait 48 ans et moi j'en avais 52, début 2003, et il est clair qu'au carrefour de ces deux phénomènes, un terrain familial et un événement de vie, le trouble s'est déclenché début 2003 et donc a pris beaucoup d'ampleur. Donc dans votre cas, Manon Corvoisier, comme dans votre cas pour vous, il y a eu des éléments déclencheurs. Est-ce qu'on retrouve ça souvent, professeur ? Je trouve que ces deux témoignages sont tout à fait illustratifs de l'origine de cette maladie, qui mêle des terrains génétiques avec des facteurs favorisants qui font que les personnes qui sont prédisposées ne vont pas bien réagir, ne vont pas bien savoir gérer des événements environnementaux qui peuvent être des stress sévères, des difficultés de la vie quotidienne graves ou d'autres facteurs. On sait aujourd'hui que par exemple les infections, dans le cadre d'une interaction avec des facteurs immunogénétiques, sont également des facteurs déclenchants. Donc on est dans un modèle de maladie dite à déterminisme complexe qui sont définis par un terrain génétique favorisant et la rencontre avec des facteurs environnementaux. Donc il n'y a pas une cause unique, c'est l'accumulation de petits éléments qui vont provoquer la bascule, pardon de le dire comme ça, professeur. Non, ce n'est pas des petits événements, c'est-à-dire qu'en général, c'est des facteurs favorisants qui vont être souvent très précoces, qui vont mettre en place un terrain, une fragilité particulière, et à l'occasion d'un autre stress ou d'un autre événement grave, la maladie va se déclencher. Mais le point fondamental, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face aux facteurs environnementaux, et que c'est parce que nous sommes porteurs d'un certain nombre de facteurs génétiques que la rencontre avec ces facteurs environnementaux va déclencher telle ou telle maladie, et en particulier le trouble bipolaire. Comment situeriez-vous la littérature scientifique, l'état de la recherche en ce qui concerne justement les facteurs déclencheurs pour les troubles bipolaires ? Alors, il y a une littérature énorme depuis des années sur la définition, la description du terrain génétique à l'origine de cette maladie, qui a montré qu'il n'y avait pas un facteur génétique, mais plusieurs facteurs génétiques. Et on commence seulement à s'intéresser aux facteurs environnementaux. Et c'est comme ça qu'on a identifié des infections très précoces, mais aussi des stress sévères et graves qui sont importants, aussi bien pendant la vie périnatale que pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Il existe donc 2 phases pour les personnes atteintes par des troubles bipolaires. Je m'excuse, mais je vais appeler ça la phase joyeuse ou la phase malheureuse, mais c'est pas forcément très bien fait. Professeur, je vous vois faire non de la tête. Pas tout à fait exact, parce qu'on est vraiment dans un degré, une intensité de maladie qui n'est pas l'intensité normale de ce qu'on appelle une phase joyeuse ou une phase triste, avec des conséquences fonctionnelles et un retentissement fonctionnel et un handicap extrêmement important pendant ces épisodes, qui sont vraiment des épisodes pathologiques. Et c'est là que toute la difficulté sur le plan de la communication ou de l'information doit se faire. Il s'agit vraiment d'une maladie. Il s'agit vraiment d'épisodes pathologiques graves pour lesquels un traitement doit être mis en œuvre, à la fois pendant les épisodes, mais aussi un traitement préventif, puisqu'on sait prévenir les rechutes une fois que le diagnostic est fait. Alors, pour cette phase donc d'euphorie, puisqu'on alterne entre 2 phases lorsque l'on est atteint par la bipolarité, vous l'avez dit, Manon Corvoisier, pour vous, les troubles ont commencé en 2001. La phase d'euphorie, d'enthousiasme débordant, on se sent pousser les ailes, quelle forme elle a prise chez vous ? Chez moi, elle a pris une forme vraiment pathologique. C'était pas joyeux, comme vous disiez, parce que j'ai eu des comportements qui m'ont vraiment alertée. Des comportements où je me mettais en danger et où je mettais les autres en danger aussi. Par exemple, j'étais prise de folie subite, en fait, qui m'amenait à conduire de façon très dangereuse. Donc, je conduisais mon automobile et j'avais une sorte de pulsion qui me faisait rechercher la décharge d'adrénaline que je recevais lorsque je conduisais de façon très, très dangereuse, en faisant des excès de vitesse, en grillant les feux rouges. Et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment alertée comme facteur et m'a amené à faire des recherches pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis, d'autre part, j'avais une autre pulsion aussi qui m'amenait à commettre des vols. Donc, je suis devenue aussi kleptomane. Donc, c'était quelque chose qui était en rupture avec ce que j'étais avant, qui m'a vraiment alertée. Et qui m'a aussi été un des facteurs qui m'a aidé à comprendre le diagnostic. Oui. Christian Monzier.
Alors moi, paradoxalement, donc après le décès de mon épouse, début 2003, le trouble bipolaire s'est installé et a démarré par un épisode, je dirais, d'exaltation, d'excitation. Après 15 mois où j'ai accompagné mon épouse dans la maladie, puis le décès. Est-ce qui n'était pas du tout en adéquation avec l'épisode douloureux que vous Oui, traversiez? tout à fait. C'est une sorte de compensation. Et effectivement, cette exaltation s'est traduite chez moi dans le travail. Je dirigeais à l'époque une petite entreprise et je me suis surinvesti dans le travail. J'y ai passé des semaines de 70, 80 heures, week-end compris. Donc pour moi, le travail a été une sorte de défouloir. Et au bout de 2 ans de surinvestissement dans cette activité professionnelle, j'ai été évidemment complètement grillé et j'ai connu ma première dépression sévère début 2005 et donc ma première hospitalisation pour dépression sévère. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette phase d'euphorie ou de surinvestissement, dépendamment pour vous deux, Manon Courvoisier, Christian Monzier, c'est que ce n'est pas bon pour vous ni pour votre entourage. Ce n'est pas une phase du tout positive. Manon Courvoisier. C'est-à-dire que moi, je le vivais seule à l'époque, donc mon entourage ne s'est absolument pas rendu compte de ce que je vivais. Je parle de ma famille. Par contre, au niveau professionnel, il y a eu des répercussions énormes. C'est-à-dire qu'en phase maniaque, je me sentais vraiment invulnérable, je me sentais vraiment la championne du monde en fait. Et quand je passais des entretiens d'embauche, je me faisais embaucher pour des postes démesurés par rapport à mes compétences. Ce qui fait que j'ai acquéré le poste. Et très rapidement, malheureusement, je ressentais des très fortes angoisses. Ça, c'est aussi une caractéristique chez moi, qui me disait que je n'étais pas capable de gérer. Et donc, de nombreuses fois, j'ai rompu la période d'essai. Et ensuite, il s'en suivait toujours une dépression longue et profonde avant que ça reparte et que je me fasse à nouveau embaucher de façon assez euphorique et que j'angoisse et que je démissionne. C'était le cycle. Hein. C'était complètement cyclique au niveau professionnel, c'était complètement marqué, oui. Mais est-ce que vous avez mis en danger et en jeu votre santé durant cette phase maniaque ? Par la conduite automobile, oui, c'était ma vie et celle des autres que je mettais en danger, oui. En volant, je me mettais aussi en danger vis-à-vis de la loi. Et au niveau professionnel, je m'imposais de tels stress que c'est vrai que je mettais aussi ma santé en danger. Oui. Christian Monzier ? Dans ces 2 années de surinvestissement professionnel, n'ont pas du tout été confortables. Je sentais que j'allais au mur, que je me grillais progressivement. J'étais en représentation vis-à-vis de mes collègues, de mes employés. J'étais extrêmement performant et j'avais, je pense, dans leur tête une image de professionnel très efficace. Mais personnellement, je dirais, et intérieurement, je sentais que ça n'allait pas durer longtemps. Donc c'était une situation très, très confortable de représentation théâtrale. Vous sentiez que ça n'allait pas tenir très, très longtemps. Je sentais que ça n'allait pas tenir très longtemps. Je m'isolais un petit peu au niveau familial et amical. C'est-à-dire là, sur le plan privé, j'étais vraiment isolé. Et je n'étais performant que, je dirais, 10 heures par jour sur le théâtre de l'activité professionnelle. Vient ensuite la phase de dépression. Ce qu'il faut là encore bien comprendre, c'est qu'on ne parle pas d'un simple coup de blues. Professeur Marion Leboyer. Alors peut-être je vais revenir 2 secondes sur ce qui vient d'être dit pour revenir sur l'idée qu'il ne s'agit pas simplement d'une phase joyeuse, mais vraiment d'une phase pathologique qu'ils ont tous les deux très bien décrit avec le corollaire de l'épisode maniaque qui sont toutes les situations dangereuses dans lesquelles on se met par sentiment de toute puissance, par sentiment de désinhibition avec les risques d'actes délictueux et de dangerosité qui sont les conséquences de cet épisode sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Je voudrais revenir aussi sur ce que vous avez dit en ce qui concerne les phases d'excitation et d'hyperactivité, où les troubles du sommeil sont très souvent un facteur déclenchant. Là encore, on revient à l'interaction entre le terrain génétique et les facteurs déclenchants environnementaux. Et on sait que toutes les perturbations du sommeil, qui soient dues à un excès de travail, qui soient dues à un jet lag, qui soient dues au fait qu'on a un bébé et qu'on dort pas bien, sont des facteurs déclenchants parce que le terrain génétique ne permet pas de s'adapter à un déficit de sommeil et à un manque de sommeil. Donc, on retrouve bien là le côté très réellement pathologique. Je reviens encore une fois sur le mot joyeux que vous avez utilisé tout à l'heure, qui est souvent l'image qu'a cette maladie et qui est vraiment pas du tout ça. Ce sont des épisodes extrêmement dangereux et extrêmement mauvais pour la suite de la maladie, puisque si on n'interrompt pas la récidive de ces épisodes, la maladie va continuer à s'installer avec des épisodes de plus en plus fréquents et en particulier la survenue d'épisodes dépressifs. Et en prendre l'ampleur. Donc la survenue d'épisodes dépressifs, c'est justement la question que je voulais vous poser, professeur Marion Leboyer. Est-ce que c'est une dépression au sens clinique du terme ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ?
C'est vraiment une dépression au sens clinique du terme. C'est de nouveau un épisode tout à fait pathologique et tout à fait grave et qu'il faut là encore soigner efficacement et rapidement, qui peut prendre des proportions et une intensité importante allant jusqu'à des épisodes mélancoliques et qui fait là encore toute la douleur et la difficulté de cette pathologie. Alors, ce que j'avais lu aussi dans votre livre, Manon Courvoisier, c'est que la période de dépression correspondait aussi à la période où le corps arrêté ne pouvait plus subvenir à la phase maniaque et permettait par exemple de dormir très très longtemps. Oui, c'est vrai que autant dans les phases d'exaltation maniaque, le sommeil est mis à mal, avec trop peu de sommeil, autant dans les phases de dépression, le sommeil est conçu comme une sorte de refuge pendant lequel c'est l'occasion de ne plus penser à rien et de s'enfoncer dans un état de léthargie dont il est difficile de sortir d'ailleurs le matin. Oui. Et donc de rester au lit. Cette phase de dépression, Christian Monzier, quel souvenir en avez-vous ? Terrible. Cette première dépression sévère, c'était en février 2005, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 à 3 jours, je suis passé de cette situation, je dirais, de grande force vitale et sur le plan professionnel à une dépression totale. Et je me rappelle être allé aux urgences de l'hôpital Mignot de Versailles à pied de moi-même en sentant que ce n'était absolument plus possible. Et donc, je me suis arrêté, j'ai été arrêté 3 semaines, hospitalisé 3 semaines à l'hôpital Mignot de Versailles. Et donc, c'est quelque chose de très rapide. J'ai ensuite essayé de reprendre mon activité professionnelle. J'y ai renoncé au bout de quelques mois. Et donc, c'est tellement terrible ces phases de dépression sévère qu'il m'a fallu, au début septembre 2005, me reconvertir sur le plan professionnel et abandonner cette entreprise que je dirigeais depuis une vingtaine d'années. Donc, effectivement, la dépression sévère, c'est effectivement le corollaire de l'exaltation et c'est très, très douloureux à vivre. Et le renversement entre ces deux phases, est-ce qu'il a un délai, un jour ou deux, ou alors ça peut être vraiment du jour au lendemain ? On pourrait presque dire du jour au lendemain. C'est-à-dire, je suis passé, je dirais, en février 2005, en quelques jours, c'est une phase où je me rappelle être intervenu dans un colloque, avoir pris la parole au titre de la direction d'entreprise que j'avais. Et quelques jours plus tard, j'étais à l'hôpital Mignot parce que j'étais carbonisé, grillé. Je crois qu'il y a un phénomène à un moment donné de rupture totale. On n'a plus rien. Tout a été, je dirais, grillé en façade et le réel s'impose. Et cette fois-ci, c'est terminé. On est au fond du lit. Professeur Marion Leboyer, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Christian Monzier et Manon Courvoisier, ou je vous pose une nouvelle question ? De nouveau, je pense que la description qu'ils en font est tout à fait précise et exacte, à la fois par le caractère très soudain du passage soit d'un épisode maniaque à un épisode dépressif, soit l'inverse. Ça peut commencer par un épisode dépressif, puis se poursuivre par un épisode maniaque. Et ils ont très bien décrit le sentiment de très grande fatigue, ce qu'on appelle l'hypersomnie, qui est le fait de passer ses journées à dormir, l'inactivité, et puis la très grande douleur morale dont ils n'ont pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ce sont des épisodes extrêmement douloureux et très difficiles à vivre. Alors, professeur, on a tous des moments où on a, vous n'avez pas aimé le terme, je le sais, un coup de blues, des périodes où on se sent débordé d'énergie. Qu'est-ce qui distingue l'aléa de l'humeur tel qu'on le connaît pour nous, même pour toute personne sur cette terre, et des personnes atteintes par des troubles bipolaires ? C'est quoi la différence ? C'est toute la difficulté de cette pathologie, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis dans les termes et dans les conséquences de ce type de moment de sa vie. C'est-à-dire qu'on a tous le droit d'avoir un coup de blues, comme vous venez de le dire, on a tous le droit d'être heureux parce qu'il vous arrive quelque chose d'agréable, mais ça n'a rien à voir avec les épisodes pathologiques qui sont ceux qui définissent le trouble bipolaire, soit dans sa phase dépressive, où on vous a très bien expliqué ce matin les conséquences personnelles, professionnelles et sur le plan de sa santé de ces épisodes dépressifs, et à l'inverse, les épisodes maniaques qui ont une intensité, un retentissement et une dangerosité extrêmement importante. Et c'est pour ça que en plus de cette description clinique qui est parfaitement bien connue, la recherche doit faire des progrès pour identifier des biomarqueurs de ces maladies pour qu'il n'y ait strictement plus aucun doute et qu'on puisse, comme quand on suspecte une fracture ou un diabète, pouvoir avoir des marqueurs biologiques précis qui permettent d'éviter tout le doute, pas au moment où les épisodes sont extrêmement intenses, où là il y a plus de doute. Par exemple, Christian vient d'expliquer qu'il a été à l'hôpital et hospitalisé 3 semaines, c'est qu'il y avait strictement aucun doute. Mais quelquefois, quand la maladie s'installe progressivement, ça serait extrêmement important de pouvoir avoir des
outils biologiques objectifs qui permettent de faire le diagnostic. Alors, vous sous-entendez qu'on n'en a pas encore donc, alors il y a énormément de progrès. Il y a énormément de progrès qui sont faits grâce à la recherche. Donc il y a des pistes, qu'il s'agisse des marqueurs du sommeil, on a parlé tout à l'heure des anomalies du sommeil, qu'il s'agisse de l'imagerie cérébrale, qu'il s'agisse des marqueurs immuno-inflammatoires, qu'il s'agisse des tests génétiques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir la recherche et que nous demandons à avoir plus de moyens. C'est pour ça qu'on a créé cette fondation fondamentale sous l'égide du ministère de la Recherche. C'est pour soutenir la recherche parce qu'on sait que l'innovation, le progrès, le développement à la fois d'outils diagnostiques, mais aussi de l'amélioration de la compréhension de cette maladie va déboucher sur des traitements plus innovants et plus efficaces. La Fondation fondamentale ne se charge pas uniquement d'ailleurs des troubles bipolaires, mais aussi d'autres maladies psychiatriques, troubles d'Asperger, je crois, syndrome d'Asperger également. La Fondation fondamentale est une fondation qui a été créée par le ministère de la Recherche en 2007 pour soutenir la recherche sur les maladies mentales les plus sévères, donc le trouble bipolaire, mais aussi la schizophrénie, l'autisme de haut niveau, les conduites suicidaires, la dépression résistante, toute une série de pathologies pour lesquelles l'innovation doit être au rendez-vous et doit être soutenue. Je vous pose la question, professeur, est-ce qu'il existe un lien entre troubles bipolaires, syndrome d'Asperger et autres maladies mentales ? Alors ces pathologies sont souvent comorbides, c'est-à-dire qu'on peut avoir un autisme de haut niveau et en même temps avoir un trouble bipolaire. Manon Courvoisier, je crois que vous aviez aussi rédigé un livre sur le syndrome d'Asperger. Oui, absolument, oui. Pourquoi ça ? Parce que je me sens concernée. En fait, j'ai été diagnostiquée aussi donc à haut potentiel intellectuel et d'autre part donc autiste de haut niveau, oui. Mais est-ce que ça a entraîné des conséquences dans votre vie également ? C'est d'avoir à la fois syndrome d'Asperger, enfin haut potentiel intellectuel comme vous le décrivez. Alors je ne suis pas du tout précis sur les termes, je m'excuse encore professeur, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Eh bien, ça a changé que j'ai compris. C'est vrai que quand j'ai été dans des associations de bipolaires, je pensais trouver des gens exactement comme moi. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de différences. Et c'est vrai qu'au niveau de la sensibilité, de l'émotivité, de la façon de percevoir le monde, de se sentir fatigué par les interactions sociales, de ne pas forcément comprendre les messages non verbaux des gens, le fait d'avoir des comportements très, très stéréotypés et restreints, tout ça me différenciait des autres. Et c'est ça qui m'a amené à m'interroger sur d'autres caractéristiques, oui. En plus de certaines comorbidités, oui, tout à l'heure je parlais du sommeil. C'est vrai que moi j'en ai été à avoir des phases de sommeil, mais complètement décalées, à dormir pratiquement, à m'endormir au petit matin et à me réveiller en début d'après-midi. Oui. Donc c'était aussi particulièrement difficile à gérer. Et vous, Christian Monzier ? Alors moi, non, je n'ai pas d'autres comorbidité, mais j'étais, mettons de 20 ans jusqu'à 52 ans, j'étais plutôt ce qu'on appelle un patient cyclotimique, quelqu'un qui avait des sautes d'humeur, je dirais de faible ampleur, fréquentes, de faible ampleur, qui passait d'un enthousiasme un peu fort à du pessimisme un peu noir, avec effectivement, je dirais que j'étais considéré comme quelqu'un qui était assez perturbant pour la cellule familiale, pour mon épouse et mes 2 enfants. J'avais la chance à ce moment-là d'avoir une épouse médecin et qui me servait en quelque sorte de régulateur de l'humeur. Elle arrivait effectivement à gérer ceci pour que ça reste acceptable dans un cadre familial et professionnel. Détecter les signes avant-coureurs. Voilà. Et pendant ces 30 ans, de 22 à 52 ans, je n'ai jamais été hospitalisé, j'ai jamais eu un arrêt de travail pour un seul jour de maladie. Donc c'est une cyclothymie, je dirais, modérée, sur la base d'une personnalité qui était effectivement très émotive, très impulsive, très colérique. Bon voilà, donc le substrat de la personnalité et de la cyclothymie était là quand arrive le décès de mon épouse, avec effectivement l'origine familiale de mon père. Donc tout ça se croise. Effectivement, il y a aussi quelque chose que l'on n'a pas encore abordé, ça va être le rôle des proches, de la famille, l'impact sur l'environnement familial, professionnel, vous l'avez un peu détaillé. Pour vous, vous avez dû perdre votre entreprise, Christian Monzier. Pour vous, Manon Courvoisier ? Pour moi, ça a été catastrophique, parce qu'en fait, je suis ingénieure en agronomie. Donc au début, j'ai eu des postes à grande responsabilité, des postes de cadre, d'abord dans l'ingénierie, puis dans les ressources humaines. J'avais commencé une brillante carrière dans les ressources humaines. Et suite à mes démissions répétées, j'ai plus du tout pu assumer ce genre de responsabilité. Le moindre stress me causait des angoisses et des démissions. Et donc petit à petit, je suis devenue chômeuse au RSI, au RSA, je ne sais plus comment, RMI, RSA. Et puis finalement, j'ai été prise en charge par l'association Cap Emploi, en fait, pour l'emploi des personnes handicapées. Mais là, j'étais très déçue parce qu'ils m'ont dit que dans mon cas, en fait, ils n'avaient rien pour moi, quoi. J'étais comme inclassable et incasable et voilà, j'en suis restée avec ça.
On va continuer donc à parler de la prise en charge des personnes atteintes par les troubles bipolaires dans quelques instants en quête de sens, car il y a encore des choses à dire. Professeur Marion Leboyer, Christian Monzier et Manon Corvoisier, ne bougez pas. Chers auditeurs, vous non plus, et appelez-nous au 01 56 56 44 00. On sait qu'il y a du monde au standard. On marque juste une toute petite pause et on revient juste après ça. En quête de sens, 01 56 56 44 00. On en parle au Bernardin, Sabine de Rosière. Bonjour à tous, retrouvons-nous tous les jours à 10h45. Je reçois un acteur du Collège des Bernardins pour tirer tous les enseignements de son travail autour d'une question de société essentielle pour notre avenir. Alors à bientôt. On en parle au Bernardin, c'est tous les jours à 10h45 sur Radio Notre-Dame. Samedi 2 avril, en l'église Saint-Sulpice, veillée de la miséricorde. 16h, vénération des reliques de Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine. 17h30, enseignement du Père Simonet. 18h30, messe présidée par Monseigneur Ray, puis témoignage de Florian Boucanceau et l'adoration. Dimanche 3 avril, en l'église Saint-Sulpice, fête de la miséricorde. 13h, messe présidée par Monseigneur Dominique Ray. 15h30, enseignement de Monseigneur Ray et vénération des reliques de Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine. Renseignements 07 68 33 75 05. Bonjour, c'est Virginie de l'équipe du téléphone du dimanche. Depuis 30 ans, tous les dimanches, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en leur permettant d'écouter les messages que leurs familles et leurs proches transmettent en direct grâce à notre standard. Car quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Votre message est un lien précieux et vital, car en entendant la voix d'un parent, de son ami, de son enfant, les détenus reprennent courage et confiance en l'avenir. Alors vous aussi, soyez fidèles à ce lien unique qui redonne l'espérance. Et retrouvez-nous tous les dimanches de 17h à 18h. En quête de sens, Léo Potier. En quête de sens, votre émission de société est de retour. Aujourd'hui, on met plus de sens dans les troubles bipolaires afin de mieux comprendre, pour mieux soigner et aussi pour mieux prévenir quelque part. Nous sommes toujours avec un bénévole de l'association Argos 2001 pour l'aide aux patients bipolaires et à leurs familles. C'est Christian Monzier, de la directrice de la Fondation Fondamentale, la psychiatre, le professeur Marion Leboyer, et enfin toujours avec Manon Corvoisier, auteur du livre Moi, Manon bipolaire, sorti aux éditions Salvator. On le disait avant de se séparer, il a fallu un certain temps à la médecine pour comprendre un peu mieux les troubles bipolaires. Comment la prise en charge a-t-elle évolué et aussi la prévention, professeur Marion Leboyer? Alors la prise en charge du trouble bipolaire, une fois que le diagnostic est fait, on a rappelé tout à l'heure l'importance de le faire rapidement, efficacement et de façon précise. Le traitement repose sur 3 piliers. Premièrement, le traitement préventif qui est essentiel pour que les épisodes ne se répètent pas. Et ça, c'est un certain nombre de médicaments qu'on appelle des régulateurs de l'humeur, dont le chef de file est le lithium. Deuxièmement, en fonction de l'évolution de chaque patient et en fonction de son histoire et en fonction de son tableau clinique, on va choisir une thérapie psychosociale qui peut être la psychoéducation, qui peut être de la remédiation cognitive, qui peut être de la thérapie cognitivo-comportementale. Et le troisième pilier qu'il ne faut pas oublier, c'est l'importance des règles d'hygiène de vie, qui sont le sommeil, qui sont le fait d'avoir une activité sportive ou physique régulière, qui sont le fait de se nourrir correctement, qui sont le fait de ne pas boire trop de café. Enfin, il y a toute une série de facteurs extrêmement importants qu'il faut apprendre aux patients pour qu'ils sachent maîtriser et gérer leur maladie. Donc la prise en charge n'est pas uniquement médicamenteuse. Elle n'est pas uniquement médicamenteuse, c'est extrêmement important que les 3 piliers que je viens d'évoquer soient pris en charge, décrits et offerts aux patients. Manon Corvoisier, est-ce que vous confirmez? Oui, absolument. Pour ma part, j'ai fait de la psychoéducation avec le docteur Gay à la clinique de Garches, Christian Gay, et ça m'a énormément aidé, permis de prendre en charge moi-même ma maladie de façon assez remarquable quand même, puisqu'en ayant compris les tenants et les aboutissants, l'hygiène de vie que j'applique aussi au quotidien, eh bien, ça m'a permis vraiment d'endiguer complètement les phases maniaques et les phases bipolaires. Donc ça a été vraiment bénéfique. Oui. Christian Monzier. Oui, j'utilise un régulateur de l'humeur depuis 7 ans, depuis le diagnostic. Je consulte une fois par mois mon psychiatre et je prends de façon très régulière, très disciplinée ce régulateur de l'humeur qui est en l'occurrence du lithium. Et puis je suis suivi sur le plan médical également par le centre expert des troubles bipolaires de Créteil où travaille Madame Leboyer. Et donc, il m'arrive d'y aller une fois par an pour un suivi complémentaire de celui que fait le psychiatre.
Donc ça, c'est la partie médicale. Je crois qu'effectivement, c'est quand même la base de tout. La discipline par rapport au traitement médicamenteux, je crois que c'est très, très important. Mais j'ai depuis 8 ans également suivi 2 psychothérapies de caractère comportemental où on essaye effectivement avec un ou une psychologue en tête-à-tête à éviter, je dirais, d'avoir des comportements automatiques négatifs dans les relations sociales. Vous pensez à quoi en particulier ? Je pense par exemple, il arrive qu'effectivement dans la vie, on ressente des pensées négatives, des émotions négatives. On pense que quelqu'un va éventuellement vous veut du mal ou on s'en prend à votre personnalité. Bon, c'est complètement infondé, mais vous allez foncer vers effectivement un mauvais ressenti, du ressentiment, voire de la colère froide ou de la colère chaude. Donc dans ces sessions de thérapie comportementale, on apprend effectivement à ne pas fonctionner sur la base de ces automatismes de pensée ou ces automatismes d'émotion et à changer un peu son comportement pour arriver à des comportements plus positifs du style non, c'est pas vrai, il ne s'attaque pas à ma personnalité, il ne s'attaque pas à moi-même, il est en désaccord avec moi sur ce point de vue, c'est tout, n'en tirons pas plus que ça de plan sur la comète. Enquête de sens, c'est votre émission de société, vous le savez, c'est aussi votre numéro de téléphone. 01 56 56 44 00. Tout de suite, nous accueillons Marie qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre parce que vous avez appelé très très tôt en émission. Marie, pour vous, le déclencheur des troubles bipolaires a été la naissance de votre fille, me semble-t-il. Oui, ça a été, disons, un peu beaucoup réactionnel après la naissance de ma fille, alors que j'avais 40 ans. Et ça a commencé à être vraiment une galère, à savoir que mon compagnon n'a pas du tout assumé ma maladie. Et bon, il y a eu séparation et il a réussi à obtenir la garde de ma fille, mon bébé, à part entière. Le juge estimant effectivement que, étant gravement malade, je ne pouvais pas assumer la garde de ma fille. Alors ce que je dirais de la galère que j'ai vécue depuis, c'est que finalement cette maladie, c'est une maladie sans être une maladie pour moi, et que d'un côté on vous stigmatise en vous disant celle-là, elle est bipolaire, on n'est pas vraiment, moi je me suis pas vraiment sentie crédible au niveau de mon entourage, où vraiment souvent j'étais cataloguée, comme je viens de le dire, comme bipolaire. Et par ailleurs, j'ai vraiment, en dehors de mes hospitalisations, j'ai jamais reçu, on m'a jamais proposé de m'aider dans mes périodes de grande dépression. Et je le regrette énormément parce que je crois que si j'avais eu quelqu'un un petit peu pour me stimuler, m'aider, ce n'aurait pas été la même chose. Oui, ça va changer. Et le résultat, ça a été que je me suis sentie souvent extrêmement seule et que j'en suis arrivée à faire des tentatives très graves de suicide parce que je me sentais vraiment désespérée et que donc ce que je dirais c'est que moi ma maladie s'est manifestée surtout par des périodes de grande dépression. Bon, l'excitation c'est arrivé au niveau de genre de délire, mais beaucoup moins fortement que mes phases dépressives. Et bien évidemment, j'ai été soignée par, comme disait le professeur, pas dans un premier temps, c'est depuis 40 ans, par le lithium, suivi également en psychothérapie. Et pour ce qui en est du 3e pilier, de faire du sport, etc., moi je suis tout à fait pour, mais faut pas rêver. Quand on est quand même en période un peu de difficulté, aller faire du sport, bien s'alimenter, c'est pas du tout évident, surtout quand on est très seul. Ouais, Marie, ce que je retiens, c'est effectivement ne pas laisser les personnes souffrant de ce trouble toutes seules et encore plus qui plus est dans la nature, si je peux résumer. Merci encore. Et ne pas les stigmatiser en disant quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, quelle que soit leur opinion, c'est forcément c'est attention pas au catalogue. Parce que cette personne est bipolaire. C'est vraiment vécu cette maladie
comme définitivement on est un break quelque part. Et c'est vraiment très difficile à vivre. Merci encore, Marie, pour votre appel au standard en quête de sens. Professeur, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à ce témoignage ? Oui, je pense que ce témoignage est de nouveau tout à fait intéressant et tout à fait illustratif pour plusieurs points. Premièrement, les facteurs déclenchants. Donc, Marie raconte que ça a démarré après une période qui est la naissance de sa fille, où très souvent il y a des déclenchements. Elle parle de choc émotionnel. Ouais. Oui, c'est souvent attribué à un choc émotionnel, mais physiologiquement, c'est souvent déclenché par les troubles du sommeil qui sont induits à cette époque-là et auxquels ces personnes bipolaires ne savent pas faire face parce que pour des raisons biologiques que je peux expliquer si on a le temps, mais donc ça c'est quelque chose qui peut là encore se prévenir et se soigner et qui s'ajoute au stress qui est le fait d'avoir un bébé. Ce qu'elle a dit aussi de toute façon tout à fait importante, c'est le mot stigmatisation. Je pense que faire des émissions comme ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement important pour que la connaissance de cette maladie soit plus grande et qu'on comprenne que c'est une maladie comme les autres, qui nécessite une reconnaissance, un diagnostic et une explication. Et bien que ça ait une apparence extérieure de comportement anormal, c'est une maladie physiologique comme les autres, qui doit être prise en charge et reconnue comme telle. Le troisième point dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, c'est les risques de tentative de suicide. Tout à fait. Donc on sait que malheureusement dans cette maladie, encore une fois, quand la prévention et la prise en charge ne sont pas suffisantes, il peut y avoir une association à des comportements et à des conduites suicidaires. Et puis je reviens sur le troisième pilier, où elle a dit fort justement que c'était difficile quand on était malade d'avoir une activité sportive. Il ne s'agit pas d'avoir une activité sportive, il s'agit sur le plan de l'hygiène de vie, d'essayer, et c'est vrai qu'on a besoin d'un entourage, c'est vrai qu'on a besoin de ne pas être tout seul, d'avoir par exemple 30 minutes de marche par jour, de manger régulièrement, de dormir à heure régulière, de ne pas boire 40 cafés par jour, des choses que souvent les patients font et que la psychoéducation peut leur apprendre à corriger avec des choses qui sont relativement simples et qui sont aussi importante que de prendre son thymorégulateur régulièrement et d'avoir la forme de psychothérapie qui convient. Et puis le dernier point, c'est le rôle des associations. Je pense que c'est vraiment important qu'on soit aujourd'hui avec l'association Argos qui accompagne les patients et qui fait qu'ils ne seront pas tout seuls dans la méconnaissance de la maladie et aussi dans le partage, c'est-à-dire qu'ils soient seuls à avoir fait l'expérience d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques. Mais sortir de la solitude aussi, c'est quelque chose qui revenait assez souvent chez Marie. Je vais vous solliciter votre point de vue également, Manon Corvoisier et Christian Monzi. Juste le temps pour nous de repasser au standard. C'est Carole qui nous appelle du Reuil-Malmaison. Bonjour Carole. Oui, bonjour. Pour vous, ce que vous aimeriez souligner, Carole, c'est surtout l'importance du traitement à prendre, quoi qu'il arrive. C'est le déclenchement de cette maladie sur moi, c'était une succession de deuils. Et moi, je voulais donner l'espoir aux personnes atteintes des troubles bipolaires qu'on peut s'en sortir avec une psychothérapie et surtout prendre les médicaments parce que au départ de la maladie, je ne voulais absolument pas les prendre, pensant que ça ne servait à rien. J'étais dans des phases parfois euphoriques, de surpuissance, comme vous disiez. Et donc, je voulais absolument pas prendre les médicaments. Et je voulais donner et c'est très important de les prendre. Et y compris quand on se sent bien, avez-vous noté sur votre fiche d'émission, Carole ? Voilà, y compris quand on se sent bien. Aujourd'hui, j'ai juste un léger régulateur d'humeur et je vois mon psychiatre tous les 6 mois. Ça fait 10 ans que je n'ai pas rechuté et je voulais aussi dire que j'avais eu de la chance d'être très épaulée par mon mari et par mes enfants. Mon mari s'était dit qu'on m'en sortirait. Je ne savais pas que c'était des troubles bipolaires au départ. Mon mari ne m'a jamais abandonnée. J'ai eu vraiment cette chance-là et ça a sûrement beaucoup, ça m'a sûrement beaucoup aidé. Mais la racine c'est important de connaître aussi le point de départ. Le point de départ. Et le point de départ, pour moi, c'était difficile parce que j'avais perdu un frère et on ne l'avait pas dit. Et donc, je n'arrivais plus à faire les deuils. Et quand j'ai eu une succession de deuils, je suis tombée malade. Voilà. Merci encore, Carole, pour votre témoignage. Je pense qu'il peut-être vous interpelle principalement pour vous, Christian Monzier, puisque c'était un peu aussi votre cas de figure à vous.
Oui, tout à fait. Je reviens sur effectivement les 3 ou 4 piliers pour bien gérer ce trouble bipolaire. Il est clair que le premier, le suivi médical, le suivi médicamenteux est très important. Les psychothérapies comportementales le sont aussi. L'hygiène de vie, moi, j'y fais très très attention. Effectivement, je suis en ce moment dans une phase qu'on pourrait considérer comme relativement bien stabilisée, même si ça reste fragile et qu'il faut toujours se souvenir. On a un pied sur la balance. Voilà, on a un pied sur la balance. C'est un équilibre. Il faut être toujours très très vigilant sur les signaux que le corps peut envoyer. Je pratique effectivement, et quelquefois je pense à l'auditrice tout à l'heure, je me force des fois un peu à aller courir ou aller marcher ou aller à la piscine, mais j'attache beaucoup d'importance à l'exercice physique qui, de mon point de vue, m'apporte beaucoup en termes de régulation de mon humeur. Bon, le sommeil, effectivement, est très important. C'est quelque chose de difficile à gérer. De ce point de vue-là, c'est pas parfait pour moi. C'est un des problèmes sur lesquels je bute un peu et sur lesquels je suis assez vigilant. En tout cas, quand j'atteins une certaine dette de sommeil, je suis très très vigilant à restaurer un sommeil de qualité suffisant. Les relations sociales, c'est important. Un patient bipolaire bien traité doit pouvoir faire ses études, doit pouvoir travailler, et quand il est jeune retraité comme moi, doit pouvoir être bénévole. Les relations sociales, pas excessives évidemment, il ne faut pas passer son temps, je dirais, il faut aussi avoir un moment d'intimité, mais les relations sociales sont effectivement très importantes. Et alors je voudrais, le 4e pilier pour moi, effectivement, c'est le soutien associatif. Moi, je dois dire, je suis très reconnaissant auprès d'Argos. Quand je suis sorti de ma 3e et dernière hospitalisation sévère début 2009, j'ai rejoint l'association Argos, j'ai rejoint ces groupes de parole, j'ai rejoint ces conférences, et je dois dire que là, en termes de connaissance de la maladie, en termes de prévention, en termes aussi, je dirais, j'y ai vu plus clair. L'absence de jugement, on est dans une association où effectivement les gens savent de quoi ils parlent, que ce soit des proches ou des patients, ils sont extrêmement au fait de la maladie. Et pour moi, le soutien associatif, je le recommande à tous les patients bipolaires. Ils peuvent rejoindre Argos 2001 ou d'autres associations. C'est très important de ne pas s'isoler et de pouvoir être dans un lieu où l'on sait ce qu'est le trouble bipolaire, où on est très bienveillant à son égard. Donc 3 piliers, effectivement, on peut en rajouter un 4e, ça a été facteur associatif pour vous, Christian Monzier. Dans votre cas, Manon Corvoisier, il y a eu la foi chrétienne. Oui, absolument. Il y a eu la foi chrétienne qui m'a beaucoup soutenue pendant toutes ces épreuves, qui m'a permis d'avoir un autre regard sur moi-même, qui m'a permis de pardonner. Par exemple, avec mon ex-conjoint, au début, je me considérais comme une victime vis-à-vis de ses agissements. Et à partir du moment où j'ai compris que je devais lui pardonner, j'ai été comme libérée d'un gros poids spirituel. La foi chrétienne m'a permis de connaître aussi la personne du Christ, et puis depuis je me focalise sur l'étude de la Bible et sur le fait de rencontrer d'autres personnes avec qui nous pouvons prier, échanger, et ça a été un grand pilier dans mon mieux-être. Et il y a aussi la famille, l'entourage familial, donc l'amour inconditionnel des proches. Et lorsque ces proches sont capables de nous accepter tels que nous sommes, eh bien, c'est vraiment un facteur d'équilibre primordial. Et puis, pour ma part, j'ai aussi mis en place des activités plus créatives, artistiques, que j'ai décidé me faisant beaucoup de bien et me permettant de réguler les phases. Il s'agit d'un instrument avant, le saxophone. Je me suis mise à jouer un petit peu tardivement du saxophone parce que, comme un de mes problèmes majeurs aussi, ce sont les angoisses. Le fait de jouer d'un instrument avant, ça me permet de réguler au mieux ces angoisses. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est vraiment bénéfique. Et puis aussi les danses en couple que j'enseigne et qui m'apportent un bien-être régulateur de l'humeur, si je veux dire. Oui. Trouver l'activité qui fait du bien. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis enfin, les massages aussi, qui m'ont beaucoup apporté, qui me calment, qui m'apportent beaucoup de sérénité. Oui. Une question au standard, celle de Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu dans Enquête de Sens. Vous nous appelez de Nantes, alors soyez encore plus le bienvenu. Je crois qu'elle concerne principalement le professeur Marion Leboyer. On vous écoute, Charles. Oui, je pose le problème d'une personne qui a été traitée au lithium pendant peut-être 30 ans. Pour des troubles bipolaires, Charles ? Bipolaire, oui, bien bipolaire. Qui a été traitée pendant à peu près 30 ans, 20 ou 30 ans au lithium, qui a donné un très bon résultat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est aperçu qu'il a fallu arrêter le lithium à cause de ses reins. Et ce
qu'il y a, c'est que les traitements de remplacement, c'était catastrophique, quoi, ça. Donc, y a-t-il un autre traitement efficace, autre que le lithium, pour prendre en charge les troubles bipolaires? C'est votre question, Charles. Voilà, exactement. Alors, professeur Marion Leboyer va vous répondre. Alors, on ne peut pas faire de prescription par téléphone. On est d'accord. C'est vrai que je voudrais d'abord souligner que 30 ans où ça a été extrêmement efficace, ça montre bien l'efficacité de ce type de stratégie thérapeutique. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes rénaux. En général, on travaille très bien avec les néphrologues pour conserver le lithium, mais à dose le plus faible possible. Et puis, si c'est vraiment pas possible, il y a d'autres stratégies thérapeutiques, il y a d'autres thymorégulateurs qu'on peut utiliser, mais ça, c'est à la décision du psychiatre avec le néphrologue. Et puis, par ailleurs, je voudrais une fois encore souligner l'importance de soutenir la recherche pour pouvoir développer de nouvelles stratégies thérapeutiques qui viendront encore être plus efficaces que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est extrêmement important de pouvoir soutenir et de continuer l'exploration de nouvelles voies thérapeutiques. Donc il est possible d'avoir un autre traitement médicamenteux, mais ça va être au cas par cas et vraiment au cordeau, dosé en fonction du parcours de soins du patient. Tout à fait. D'où est-ce qu'il en est dans le trouble bipolaire. Merci encore, en tout cas Charles, pour votre question. On l'a compris, on a parlé des piliers, en tout cas pour le traitement, mais on n'a pas parlé prévention encore, professeur. Alors déjà, la prévention, comment on la gère? Déjà, est-ce que c'est au patient lui-même, à la personne lui-même de gérer sa propre prévention, ou c'est au rôle de la famille et des proches et de son entourage? Professeur Marion Leboyer. Alors la prévention dans toutes ces maladies qui durent longtemps, si on n'en indique pas l'évolution, c'est un mot extrêmement important et on parle de plusieurs types de prévention. Il y a d'abord la prévention primaire, avant que la maladie ne s'installe, qui consiste à être vigilant face à, par exemple, vous avez décrit tout à l'heure les années avant le début de la maladie où vous aviez des alternances de cyclothymie. Ça ne veut pas du tout dire que vous étiez malade, mais ça veut dire qu'il faut, à cette époque-là, quand on a des antécédents familiaux, comme c'était votre cas aussi, savoir être vigilant sur toute une série de facteurs concernant le style de vie pour éviter le déclenchement de la maladie, pour apprendre à gérer les difficultés de la vie quotidienne, pour apprendre à gérer les relations avec les autres, pour gérer le stress et pour essayer d'éviter le déclenchement de la pathologie. Et ça se fait par l'information sur la maladie, comme on le fait aujourd'hui. Je pense que ça, c'est des éléments extrêmement importants. La deuxième prévention, c'est la prévention secondaire. Une fois que la maladie débute, comment est-ce qu'on peut le plus vite possible confirmer ou pas le diagnostic de trouble bipolaire? Et ça, c'est pour ça qu'à la Fondation Fondamentale, nous avons créé un réseau de centres experts qui sont là pour offrir un bilan diagnostique à la demande des patients, mais surtout à la demande des médecins, qu'il s'agisse des médecins généralistes ou des psychiatres, parce que comme on le fait quand on a un diabète, quand on a un asthme ou quand on a une autre pathologie, ces centres experts sont là avec une équipe multidisciplinaire et spécialisée pour faire un bilan diagnostique de la pathologie psychiatrique, du trouble bipolaire en l'occurrence, des pathologies associées. On a parlé de stress, on a parlé de syndrome d'Asperger, et aussi pour dépister des éventuelles comorbidités médicales dont on sait qu'elles sont extrêmement fréquentes et extrêmement importantes dans ce type de pathologie, par exemple les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est tout l'enjeu de la prévention secondaire une fois que la maladie s'est déclenchée. Et puis le troisième temps de la prévention, c'est la prévention tertiaire, qui consiste, on l'a décrit à plusieurs reprises pendant cette émission, à trouver le ou les stratégies thérapeutiques les plus efficaces en fonction de chaque patient, en fonction de son histoire, en fonction de son évolution, là encore pour prévenir l'évolution vers un handicap plus marqué, pour endiguer l'évolution, pour bloquer l'évolution vers la chronicité de cette pathologie. Et vous avez entendu plusieurs témoignages aujourd'hui, en particulier celui de Carole tout à l'heure, qui a dit avec beaucoup d'insistance qu'on peut s'en sortir. Et je pense que ça, c'est un message extrêmement fort pour les patients et pour leurs proches. Et c'est le thème de la journée de demain, la journée des troubles bipolaires. Je pense il faut aussi le mentionner. 30 mars 2016. 30 mars 2016, deuxième journée mondiale sur le trouble bipolaire et qui est tout entière consacrée au rétablissement. Et je pense que c'est vraiment un message extrêmement fort. On peut se sortir de cette maladie quand elle est diagnostiquée précocement, quand le traitement est bien conduit. Et qu'elle est bien prise en charge. Un patient aussi, un ancien patient atteint par des troubles bipolaires est peut-être aussi le mieux à même de gérer une prévention. C'est votre cas, Christian Monzier. Oui, maintenant je peux mieux en parler. C'est vrai que la prévention secondaire m'aurait bien arrangé parce que c'est 6 années que j'ai passé entre début 2003 et novembre-décembre 2008 à errer c'est de l'errance, chez 5 ou 6 psychiatres différents, Paris, province, des généralistes. Eux-mêmes certainement ignoraient l'existence des centres experts, on en est peut-être au début, mais j'étais traité à ce moment-là pour en quelque sorte un deuil mal assumé ou mal intégré. Donc
à coup d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, toutes choses dont on sait qu'elles ne sont absolument pas recommandées pour un trouble bipolaire caractérisé. Le régulateur de l'humeur est le médicament qu'il faut utiliser dans ces cas-là. Donc évidemment, aujourd'hui, moi, quand j'accueille des patients bipolaires ou qui pensent l'être, mais qui ne sont pas encore forcément diagnostiqués dans le cadre de l'association Argos, évidemment, nous insistons sur le fait qu'il ne faut pas s'en tenir à un point de vue d'un généraliste ou d'un psychiatre, qu'il faut peut-être monter, avoir plusieurs points de vue, aller consulter le centre expert, il y en a une dizaine en France dont on relève, et être sûr, parce que tant qu'on n'a pas posé le diagnostic, effectivement, la vie est assez épouvantable. Les traitements sont souvent plus négatifs que positifs, et donc il faut absolument réduire ce temps de latence entre les premiers symptômes et le diagnostic avéré de bipolarité. Qui est un délai qui peut évoluer de 6 à 7 ans, voire 10 ans, vous le disiez, professeur Le Boyer. Manon Courvoisier. Oui, alors dans mon cas, ce qui a été très difficile, c'est que non seulement j'ai été atteinte des troubles bipolaires qui étaient sournois au début, mais que progressivement, avec le temps, il y a de nombreuses comorbidités qui se sont associées. Alors, je n'ai pas parlé encore des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs, qui correspondent à des angoisses très fortes, qui se cristallisent sur des obsessions par rapport au rangement, par rapport à la propreté, et qui me prenaient beaucoup de temps et d'énergie. Je suis aussi sombrée dans les troubles du comportement alimentaire, donc l'anorexie et la boulimie, à un stade très grave et à un âge déjà avancé. Et également, j'avais un trouble anxieux généralisé qui faisait que toutes mes actions du quotidien étaient entachées, en plus des TOC, par une anxiété générale, des préoccupations par rapport à l'avenir incessantes, des ruminations mentales. Donc, avec tout ce tableau clinique, je pense que ça n'a pas facilité le diagnostic, puisque c'était difficile de démêler ce qui révélait de l'un, ce qui révélait de l'autre, et que les diagnostics s'amoncelant, on se disait que ça ne pouvait pas continuer comme ça indéfiniment. Mais finalement, le diagnostic, en fait, je m'en suis rendu compte par moi-même en faisant d'abord des recherches sur Internet, à cause de la conduite automobile dangereuse, la kleptomanie, et ensuite, évidemment, ça a été confirmé par de nombreux psychiatres. Et votre dernière crise date de quand, Manon Courvoisier ? La dernière crise, c'était juste avant le diagnostic en 2007. Oui. Et pour vous, Christian Monzier ? Ma dernière hospitalisation, donc c'est à la fin de l'année 2008, et depuis, je touche du bois, donc je n'y suis pas retourné. Donc vous êtes tous les deux l'exemple vivant qu'on peut déjà stopper le cycle de dépression et d'euphorie, d'exaltation, et surtout vivre avec son trouble. Vous vous considérez guéri ou vous vous considérez toujours à risque ? Non, moi je me considère vraiment comme étant à risque. C'est-à-dire que tous les jours, je m'aperçois que je suis un peu sur la corde raide, que c'est compliqué, qu'on peut très bien rapidement verser du côté de la dépression ou du côté de l'exaltation, que rien n'est acquis. C'est une maladie, il faut quand même le dire, longue, chronique, lourde. Et il est très très vigilant aux premiers signaux qui vous laissent penser qu'on a du mal le matin à se sortir du lit, ou inversement, minuit ou minuit et demi, on est encore sur l'ordinateur. Donc il faut effectivement être très très vigilant sur ces choses-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait aujourd'hui d'être bénévole pour l'association Argos, certes j'aide, j'écoute, j'accueille des patients bipolaires leurs proches, mais cette activité bénévole me fait aussi beaucoup de bien. C'est-à-dire que j'ai réussi à positiver sur ce trouble, c'est-à-dire de quelque chose extrêmement pénalisant finalement pour la vie, très invalidant. J'ai réussi à en faire quelque chose qui aujourd'hui me permet de faire passer des témoignages, des messages aux autres, et ça me fait beaucoup de bien. Manon Courvoisier. Oui, en tout cas, je considère que je suis stabilisée. C'est vrai que n'ayant pas eu de crise depuis longtemps, on pourrait se dire, est-ce que je suis guérie ? Sortie d'affaires. Bon, c'est vrai que d'après le point de vue médical, on ne peut pas guérir complètement. Alors, je dirais aujourd'hui que je suis en vigilance asymptomatique, si je peux me permettre. Voilà, donc je reste vigilante, mais je n'ai plus du tout les symptômes, en tout cas, des troubles bipolaires. Oui. Le mot de la fin, je vous le donne, professeur Le Boyer. Je crois qu'il faut refaire des émissions comme vous venez de le faire. C'est extrêmement important de communiquer, d'informer et de déstigmatiser sur cette pathologie qui est une maladie comme les autres, mais qui a besoin d'être comme les autres, diagnostiquée tôt et prise en charge correctement. Et sortie de l'ombre
évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir mis du sens aujourd'hui. Professeur Marion Leboyer, merci encore. Le site de la Fondation, c'est fondation-fondamentale.org. Un grand merci également à l'association Argos, www.argos2001.fr, c'est bien ça. Christian Monzier, merci beaucoup. Et enfin, Manon Corvoisier, votre livre est à découvrir aux éditions Salvator. Moi, Manon, bipolaire de l'enfer à mon chemin de liberté. Votre site, on peut le consulter à l'adresse qui sera indiquée en bas de la page de notre émission. À consulter d'urgence donc sur le www.radionotre-dame.com. Belle journée à tous. Merci, vous aussi. Et merci encore pour votre participation. Très belle journée à vous, chers auditeurs. Et réécoutez Enquête de sens sur notre site internet. Et à très bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.